Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, on vous propose de plonger dans les profondeurs de l'océan. Que valent les annonces d'Emmanuel Macron à l'occasion du sommet de Nice consacré aux océans? Traité sur la haute mer, exploitation des fonds marins ou développement des aires marines protégées? On reviendra sur les principaux enjeux de ce sommet. On évoquera ensuite ce conclave sur les retraites qui entre dans sa dernière ligne droite alors que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a publié aujourd'hui son rapport. Pas question de revenir sur les 64 ans, a d'ores et déjà dit le MEDEF. Qu'en pense la CGT? On verra cela avec son responsable retraite, Denis Gravouille. Enfin, faut-il laisser l'intelligence artificielle corriger les copies du bac? On n'en est pas encore là, mais les logiciels existent et certains profs les utilisent déjà. Alors que faut-il en penser? On en débattra à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Ça vous regarde. Il représente 70% de la surface de notre planète, mais les profondeurs de nos océans sont encore en grande partie un mystère pour l'homme. Seule certitude, ils jouent un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, comment les protéger? Que valent les annonces qui ont été faites à l'occasion de ce sommet de Nice? On en débat ce soir avec nos invités. Éléonore Carrois, bonsoir. Vous êtes députée apparentée au groupe Ensemble pour la République, élue des Français de l'étranger, comme on dit, sur la zone Amérique du Sud-Caraïbes. Et vous avez fait tout un travail de diplomatie parlementaire en amont de ce sommet. Vous nous expliquerez tout cela dans un instant. Véronique Andrieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale du WWF. En français, ça donne le Fonds mondial pour la nature. C'est comme ça qu'on... Absolument. Sabrina Sebaï, bonsoir. Vous êtes députée écologiste des Hauts-de-Seine et vous avez participé à une partie de ce sommet international à Nice. Enfin, Sébastien Lotte-Gitter, bonsoir. Vous êtes avocat en droit maritime et je crois que vous présidez l'association... Vice-président de l'association du droit maritime en France. Et pour commencer, le récap de Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Clément. Et ce soir, on parle de la fin du Far West dans les eaux internationales. En tout cas, c'est la promesse d'Emmanuel Macron. Lundi, en marge du sommet sur les océans à Nice, le chef de l'État a assuré que plus de 60 pays se sont engagés à ratifier le traité de protection de la haute mer. Et c'est pourquoi nous avons, il y a quelques instants, annoncé qu'en effet, au 1er janvier prochain, ce traité pourrait entrer en vigueur et qu'enfin, nous allions avoir un cadre international pour réguler, administrer la haute mer. Autrement dit, donner un vrai cadre juridique à ces eaux internationales qui n'appartiennent à aucun pays, qui représentent, vous le voyez, 2/3 de la surface de l'océan, près de la moitié de la surface du globe, est livrée aujourd'hui à la surpêche, à la pollution plastique, au changement climatique. Pour inverser cette tendance, le traité propose plusieurs mesures. La plus discutée, les aires marines protégés. Les pays signataires devront coopérer pour protéger ces espaces, pour préserver la biodiversité. Des aires protégées, oui, mais qui interrogent, car la pêche, le transport maritime ou l'exploitation des ressources minières ne seront pas interdites. Aujourd'hui, seulement 8% des océans sont protégés dans le monde. Objectif 30% d'ici 2030. Alors, il y a clairement une volonté d'avancer, sauf que tout cela se fait sans Donald Trump, alors que les États-Unis sont la première aire maritime, on peut dire, au monde. Exactement. L'Amérique de Trump, grande absente de ce sommet, le président américain ne veut pas ratifier ce traité. Pire, il a signé un décret pour exploiter les minerais au fond des mers. Emmanuel Macron n'a pas hésité à le tacler. Et je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Et pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre. Alors on l'a compris, le président français veut se poser en défenseur des océans. Il a fait d'ailleurs des annonces franco-françaises. Oui, le président veut limiter le chalutage de fond dans les aires marines protégées françaises. Alors c'est une technique de pêche très critiquée, très décriée par les ONG. Regardez ces images, des filets traînés sur les fonds maritimes, abîmant les habitats marins pour attraper
le maximum de poissons. Ce sont des images très impressionnantes. La France promet de placer 4% des eaux de la métropole en zone de protection renforcée d'ici 2026. Une non-annonce pour les ONG. L'association Bloom dénonce même une arnaque environnementale. Ils ont produit une carte et cette carte montre que les zones qui sont supposées être protégées et créées par le gouvernement en fait correspondent aux zones où le chalutage de fond est déjà interdit et parfois depuis plus de 10 ans. Donc c'est très gênant. Alors Emmanuel Macron se défend et met en valeur la création de la plus grande aire maritime protégée du monde qui verra le jour en Polynésie française. Le sommet pour les océans, lui, se termine demain. Alors peut-on parler de véritables avancées? Eh bien, je vous laisse en débattre, Clément. Ça va être effectivement tout l'enjeu de ce débat. Merci à vous, Marco Pommier. On va commencer par ce traité sur la haute mer dont Marco vient de nous présenter un peu les grands enjeux, si l'on peut dire. Et Léonore Carrois, vous avez travaillé en amont pour que ce traité soit ratifié par le plus grand nombre de pays. Qu'est-ce qui va changer concrètement ce traité? Est-ce que ce n'est pas encore un peu une coquille vide qu'il va falloir remplir? Non, alors moi, ce soir, je ne vais pas cacher ma joie, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, ça faisait 20 ans qu'on était en train de le négocier et on venait à peine d'arriver à un traité qui est peut-être imparfait, mais qui en tout cas est très ambitieux et qui va servir à quelque chose, et je vous explique dans un instant pourquoi. Donc ce traité, il a été signé en septembre 2023 par une centaine de pays, tout le monde a dit c'est génial, sauf que pour qu'il entre en vigueur, il faut qu'il y ait 60 ratifications. Et ce qui s'est passé là au cours de ces 2 dernières années, et je peux vous dire que j'y croyais vraiment pas il y a encore 2 semaines, c'est qu'on est arrivé à un stade où on a la certitude que cette année, il va entrer en vigueur. Et ça, c'est fondamental. Début de l'année prochaine, le temps que les ratifications se fassent. Mais moi, je veux dire, il y a 6 mois, il y avait 7 pays. La France est le 7e pays à l'avoir ratifié. On était 8. Il y a encore 3 semaines, il y en avait 28. Moi, je me disais, si on en a 35 à l'UNOC, ça va être génial. Et là, on a 51 et on a des engagements de la part d'une vingtaine de pays. Donc ça, déjà, on peut dire ce qu'on veut, on peut débattre du traité. Mais moi, j'y croyais pas et je pense que c'est vraiment une superbe avancée. Après, comme vous l'avez très bien dit dans votre explication initiale, ça couvre cette mer qui est en dehors des zones économiques exclusives. Donc cette mer qui est à personne et qui, en fait, est à tout le monde. Et donc au-delà des 200 000 nautiques, donc de 370 km au-delà des côtes nationales, on va dire. Exactement. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que ça permet de définir une gouvernance mondiale. Est-ce qu'on va réussir à avoir une gouvernance mondiale du jour au lendemain? Évidemment que non. Là, c'est maintenant qu'on rentre dans la phase critique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il entre en vigueur, ce traité, il va falloir justement pouvoir lui permettre d'exercer les différents articles, les différentes dispositions. Et celle-là, la création d'aires marines protégées dans la haute mer, ça va être tout un débat. Parce que ces aires marines, elles ne sont pas encore définies. On est bien d'accord. Tout ça va faire l'objet de négociations. De discussions. Dans le cadre de COP maritimes. Et même, vous savez, où est-ce qu'on va mettre le siège de cette organisation? Par exemple, il y a la ville de Valparaíso. Moi, je soutiens cette initiative au Chili qui veut avoir le siège de cette organisation internationale. Tout ça, ça va être des débats. C'est toujours comme ça. Mais en tout cas, le fait de se dire qu'on est passé en quelques mois à lui permettre d'entrer en vigueur et qu'il va pouvoir avoir des avancées radicales, on n'avait pas vu ça, vous qui êtes un spécialiste. Alors, j'allais vous poser la question, c'est est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Voilà. Vous êtes 12 ans à entrer en vigueur. Effectivement, on est quand même sur quelque chose d'excellent. C'est un grand progrès. Alors d'abord, quelques petites remarques. La haute mer, ce n'est pas le Far West. Hein. Il y a des navires... C'est une expression qu'on entend souvent. Oui, mais justement, mais c'est une erreur. Il y a des navires qui ont des pavillons, et ces pavillons, normalement, ont une compétence sur ces navires. Il y a également des conventions internationales sur l'exploitation des minerais marins, ou également sur la pêche. Hein. Il y a des accords de pêche. Donc, ce traité vient ajouter une norme supplémentaire sur cette mer hors de la mer territoriale, cette mer qui est le patrimoine commun de l'humanité, hein, d'après la Convention de Montego Bay. Mais comme vous l'avez dit, cette convention, c'est en fait une première étape. Parce que ces aires marines protégées, il va falloir les déterminer. On s'aperçoit, et c'était l'intervention sur les aires marines protégées nationales, que c'est déjà compliqué à déterminer. Qu'est-ce qui va en être de ces aires marines protégées internationales, en haute mer? Et surtout, et vous savez, les gens qui font du transport maritime, ils ont besoin de prévisibilité dans la loi. Ils ont besoin de savoir exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer si un jour un navire va dans une de ces aires marines protégées et va trop vite? Ou si il endommage cette aire marine protégée? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'il n'y aura pas des sanctions? Quelles seront les autorisations? Et ça, comme vous l'avez fait remarquer, ça sera à ces nouvelles COP, ces COP BBNJ, appelons-les comme ça, ces COP haute mer, de déterminer exactement ces aires marines protégées et les règles applicables. Véronique Andrieux, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que nos 2 premiers intervenants?
C'est vrai que 2 semaines avant, on n'y croyait pas vraiment. Hein. C'était vraiment pas gagné. Et donc là, je dois dire que la diplomatie française a vraiment mis du muscle pour passer d'une quinzaine au moment du lancement des travaux à 50. Donc l'idée, c'est que pour la GNU, l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, on est atteint et dépassé cette soixantaine. Et alors là, pour le coup, il y a un vrai changement d'échelle et pour la première fois, ce sera couvert. Il y aura un début, une vraie possibilité. Mais c'est le début d'un long travail, si on comprend bien, ça va prendre du temps. Une aire marine protégée, s'il n'y a pas un plan de gestion, s'il n'y a pas une gouvernance derrière, s'il n'y a pas un système de sanctions, de vérification... D'autorité de contrôle. Voilà, ça ne sert à rien. Comment on va contrôler en haute mer? Absolument. Déjà... comme ça a été très bien dit, déjà sur nos ZEE nationales, c'est extrêmement compliqué. Là, je ne sais pas, si on prend le parc de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie ou dans des tas d'endroits, en fait, très bien, c'est des protections qui, malheureusement, sont des protections de papier, comme on dit, c'est-à-dire qui sont sur les cartes, mais dans la vraie vie, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, peut-être on pourra y revenir tout à l'heure, mais par exemple, la Cour des comptes européenne a aussi bien établi qu'il y avait donc des pratiques, en fait, et des pressions humaines, notamment des pratiques de pêche, si on parle, par exemple, du chalut de fond, qui sont plus fréquentes dans les AMP européennes qu'en dehors. Donc, c'est dire... Marine protégée, AMP. Pardon, merci, oui, il faut me reprendre, c'est ça. Sabrina Sebaï, votre regard sur ce traité qui va entrer en vigueur. Sans les États-Unis, on l'a dit, ils sont absents de ce sommet. Leur domaine maritime est le premier domaine du monde. Oui. Moi, je pense que... Alors, sur le traité BBNJ, je crois qu'on est assez tous d'accord pour dire qu'il y a 2 semaines, on n'y croyait pas du tout. Qu'il faut absolument saluer vraiment le travail de notre diplomatie qui a été arraché les signatures des différents pays jusqu'au bout. Je pense que d'ici septembre, octobre, à l'AG national, à l'Assemblée générale des Nations unies, on aura atteint effectivement les 60 pays, mais c'est là que tout commence en réalité, parce que c'est vraiment la première étape qui va permettre de définir comment on va travailler, comment on va surveiller, comment on va sanctionner, comment on va délimiter ces aires marines protégées. Puis ce traité de BBNJ a aussi d'autres choses à l'intérieur, donc je crois que c'est le début de quelque chose, mais ça montre en tout cas que peut-être il y a une prise de conscience assez quand même générale du fait qu'il va falloir à un moment se poser la question de préserver ces espaces. Parce que jusqu'à présent, on envisage souvent finalement les océans et les mers comme des espaces entre 2 continents. Je crois que maintenant, on a bien compris que les mers et les océans, ce sont des continents à part entière et qu'il va falloir les réfléchir comme ça et les protéger parce qu'il y a un impact de la question du changement climatique et tout bouleversement des écosystèmes dans ces espaces a un impact pour nous aussi en tant qu'être humain sur la planète Terre. Et sur l'absence des États-Unis, vous ou quelqu'un d'autre Sur l'absence des États-Unis, malheureusement, j'ai presque envie de vous dire qu'on n'attendait pas spécialement de Donald Trump qui vienne. Moi, il y avait un seul sénateur présent à Nice, à l'UNOC. Il l'a dit lui-même, il a dit « Je suis l'ensemble de la délégation américaine présente aujourd'hui ». Et c'est assez inquiétant en réalité. Mais il avait déjà quitté les accords de Paris pour la 2e fois. Donc on voit bien la dynamique dans laquelle est Donald Trump. Il va falloir l'isoler, à mon avis, sur la scène internationale, sur ces enjeux environnementaux. Moi, je vais rester 300 à Lisbonne, à l'UNOC 2, la délégation américaine. Ah, d'accord, oui. Oui, mais moi je vais quand même rester positive parce que c'était quand même une super conférence parce qu'il y a eu des avancées et il y a eu certes un sénateur américain qui est venu à une initiative parlementaire que j'ai lancée dont je vous parlerai dans un instant parce que je pense que c'est intéressant le travail parlementaire sur ce sujet, mais il y avait aussi la maire d'Atlanta qui est une ville très importante et très influente, il y avait des maires, il y avait des élus locaux, donc oui, il n'y avait pas de délégation officielle et non, on ne se faisait aucune illusion sur Donald Trump. D'ailleurs, il a dit déjà dans son discours d'investiture, drill baby drill, je vais aller forer le plus possible. Et puis maintenant, il dit je vais aller exploiter les grands fonds marins. Donc, aucune illusion. Mais je pense qu'il y a aux États-Unis des personnes qui prennent également conscience de ces enjeux et que cette question de la gouvernance, évidemment que tout ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Évidemment qu'il y a des enjeux énormes qui nous attendent aujourd'hui. Mais cette prise de conscience collective, le fait qu'il y ait autant de chefs d'État et de gouvernement à quelque chose qui jusqu'à il y a 2-3 ans était vu comme un truc très technique. Les océans, on n'en parlait pas sur LCP, par exemple. Ou en tout cas, je pensais qu'il y avait une émission dédiée à l'UNOC 2 ou à l'UNOC 1. Et donc le fait de se dire c'est fondamental, c'est une question politique, et c'est d'ailleurs la principale question en termes d'écologie, je pense que ça c'est un changement de mentalité qui est important. L'absence des États-Unis de beaucoup d'instruments internationaux en matière maritime est quelque chose de fréquent. Et je pense par exemple aux traités internationaux sur la réparation en cas de pollution causée par des hydrocarbures. Mais pourtant, ces conventions, elles fonctionnent. Et vous savez, récemment, à l'Organisation maritime internationale, on s'est interrogé sur la question de la décarbonation.
Visiblement, il y avait un consensus entre les États, sauf avec le représentant américain. Et Trump a dit, si on m'impose des quotas carbone, je sanctionnerai ou j'imposerai des tarifs à tous les pays. Mais ça n'a pas empêché l'OMI d'avancer sur ce point. Donc ce qui est important, c'est le changement de paradigme, le changement de logique. Un mot d'un autre aspect lié à ce traité. Je lisais qu'il vise aussi à partager équitablement les découvertes commerciales et scientifiques qui pourraient être faites en haute mer. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qu'on peut exploiter? Et est-ce que chaque État pourra réellement bénéficier d'une part? Comment tout cela va être géré? Je ne sais pas qui maîtrise ce sujet. Alors, vas-y. En fait, il y a énormément de ressources. Et protéger, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de prendre des ressources de la mer. On en a besoin pour manger, on en a besoin justement pour la science. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on le fait d'une manière qui est à la fois équitable entre les États. Et il y a eu en marge de l'UNOC le forum sur l'économie bleue et la nécessité de prendre en compte les besoins des différents États. Aujourd'hui, par exemple, prenez les îles, c'est 20% de la biodiversité marine que 5% des territoires de la planète. Ces États, ces tout petits États, ces îles, elles n'ont souvent pas un poids très important et pourtant, c'est celles qui sont le plus affectées par le changement climatique. Donc de se dire, on va justement créer une gouvernance mondiale dans laquelle les différents États vont pouvoir avoir une part différente et plus équitable des ressources de la mer, ça aussi, c'est une avancée majeure. Et après, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. C'est un terrain d'exploration dans le bon sens du terme, qui est absolument incroyable, mais il faut évidemment le préserver. Là, on va évoquer, il faut peut-être qu'on avance un peu dans le débat, je suis désolé, pour évoquer les autres enjeux autour de ce sommet, et notamment l'enjeu de l'exploitation minière des fonds marins, qui ne fait pas partie de ce traité sur la haute mer. Donald Trump a d'ores et déjà publié un décret pour autoriser, pour délivrer les premiers permis de minage, c'est comme ça qu'on dit, minage à la fois dans les eaux américaines, mais aussi dans les eaux internationales. Emmanuel Macron veut convaincre un maximum de pays de décréter un moratoire sur cette exploitation. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement de ces fonds marins et de leur richesse? Qu'est-ce qu'on sait aussi des risques liés à leur exploitation? Marion Becker s'est penchée sur le sujet. C'est le nouvel Eldorado des industriels. Sous la surface des océans, à plusieurs kilomètres de profondeur, se trouvent des nodules, des galets métalliques riches en métaux rares. Ils ont mis plusieurs millions d'années à se former dans cet environnement fragile et méconnu et pourraient bientôt disparaître, exploités par l'industrie minière. L'entreprise nord-américaine Impossible Metals s'y prépare avec son robot capable de descendre dans les abysses. Nous développons un robot sous-marin qui permet de ramasser ces nodules, c'est-à-dire ces roches qui se trouvent dans les eaux profondes. Nous avons mis au point une technologie qui permet de les récupérer de manière sélective. Jason Gillam attend le feu vert des États-Unis pour démarrer l'exploitation. Les scientifiques, eux, mettent en garde sur la viabilité de ce type de projet. Il faut miroiter qu'il y a une ressource. En fait, on est très loin d'avoir des données qui permettent même d'évaluer l'intérêt économique de ces ressources, alors même que même la technologie n'est pas arrêtée, n'est pas finie. Et surtout, ils alertent sur les conséquences écologiques. Même si on prélève très délicatement tous ces nodules, on va soulever du sédiment, on va le remettre en suspension et ça va modifier fortement le type d'écosystème. Donc ça va forcément avoir des conséquences majeures. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est à quelle échelle ça va impacter. Est-ce que c'est juste dans la proximité de l'endroit où on va bouger le nodule? Est-ce que ça va être à plus grande échelle? Migration d'espèces, pollution sonore, turbulence, bouleversement des équilibres microbiens, autant de répercussions dont on ne mesure pas encore les effets. Véronique Andrieux, quand on entend Sarah Sahamadi, on se dit qu'en fait on ne sait pas grand-chose des risques qu'on prend en se lançant là-dedans. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Qu'est-ce qui est établi par la science sur les risques liés à cette exploitation des fonds marins? Bon alors, en fait, ce qui est sûr, c'est que l'océan, c'est ce qui est le moins bien connu par rapport à tout ce qui est nature, biodiversité, etc. C'est vraiment l'orphelin, en fait, en termes d'agenda de connaissances. C'est pourquoi l'UNOC a été précédée aussi de journées dédiées à la science et à établir en fait l'état des connaissances, parce que c'est extrêmement important. Mais alors, si on prend les grands fonds marins, alors eux, c'est l'orphelin de l'orphelin, c'est-à-dire que c'est encore moins connu. On parle d'espèces, et on a vu des images, qui portent sur leur corps
le poids de toute la colonne d'eau jusqu'à la surface. Vous imaginez qu'ils sont habitués à vivre dans des conditions d'obscurité, absolument extrêmes. Et donc la connaissance est vraiment, on en est au balbutiement. Donc, mais quels sont les risques, les risques hypothétiques? Les risques, c'est que déjà, quand il y a les risques hypothétiques, déjà on l'a vu sur ces énormes machines qui viennent comme ça transformer et altérer de manière significative les fonds marins, ça veut dire la turbidité de l'eau, on l'a vu avec tous ces nuages de poussière, les sédiments qui se sont déposés, ça c'est des écosystèmes qui sont extrêmement fragiles, qui sont là depuis des millions d'années, là qui viennent être totalement révolutionnés, disruptés. La moindre des choses, l'idée c'est pas de dire non, c'est de dire un moratoire en attendant d'avoir établi un état des connaissances qui nous permette justement de jauger les risques d'une manière basée sur la science et non pas d'y aller comme ça à la sauvage. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'en termes, pour ces entreprises-là qui pourraient se dire « Ah ben en fait… le premier qui va et gagne », c'est tout faux, je pense, parce que là, en termes d'insécurité juridique qui pèse sur ces « allez, on y va » est extrêmement forte. Et donc le risque de rétropédalage, d'avoir enclenché des investissements importants qu'on risque après de perdre, sont extrêmement importants, je pense, aussi pour ces acteurs économiques. Il y a un risque juridique pour les entreprises qui se lancent ? Le risque juridique, regardons la réalité en face, pour les entreprises états-uniennes, il va être très limité, puisque si elles sont autorisées par leur État… Sur les eaux internationales ? Elles pourront le faire. Et sur les eaux internationales, tout va dépendre de la sanction des aires marines protégées. Par contre, il y a un point qui est important, et ça, c'est un point qui est intéressant dans BBNJ, c'est le traité sur la haute mer. Voilà, le traité sur la haute mer. Le traité sur la haute mer n'est pas opposé à l'exploitation des fonds marins, mais il prévoit qu'il faut faire une étude d'impact. Une étude d'impact environnemental. Et je pense que nous, en France, on va peut-être avoir des sociétés qui pourront faire ça, et on va pouvoir sans doute les aider à faire ces études d'impact. Et je pense que c'est un point qui sera vraiment important. Sur ce point, il y a eu aussi un changement de paradigme. L'autorité qui traite en fait des fonds marins, parce que c'est séparé, en fait, la mer, il faut la voir. AIFM, qui a son siège à Kingston, était jusqu'à présent présidée par quelqu'un qui était extrêmement pro-exploitation et qui concevait son mandat comme le fait d'aller envoyer des espèces d'énormes tracteurs, camions dans l'eau. Et d'ailleurs, vous allez à l'AIFM, le nom des salles, c'était cobalt, manganèse, etc. Le nom des métaux qu'on peut trouver. Donc c'est vous dire vraiment l'état d'esprit. Aujourd'hui, c'est présidé par une femme scientifique brésilienne, Letícia Carvalho, qui a une idée tout à fait différente et qui, elle, est plutôt dans la forme de précaution. Et la France, d'ailleurs, sous impulsion parlementaire notamment, parce que nous avons parlé avec le président de la République, et pour une interdiction à ce stade de l'exploitation minière des fonds marins. Et on a lancé. Et en termes de sanctions, si les États-unis se lancent en haute mer, l'AIFM, elle fait quoi ? C'est comme tout en matière de diplomatie. Là, vous avez une institution qui, avant, concevait son mandat comme aller exploiter et qui, aujourd'hui, a une conception tout à fait différente. Avant, vous aviez la France toute seule qui disait « faut pas y aller ». Et maintenant, on est 37 pays. Alors, c'était l'autre question que j'allais vous poser. L'un des objectifs de ce sommet, c'était d'élargir les pays qui sont favorables à ce moratoire défendu par la France. Est-ce que ça a permis d'avancer là-dessus ? Oui, absolument. Il y a des pays qui ont rejoint ce moratoire et je pense que d'autres pays peuvent le rejoindre encore. Et donc le mouvement est lancé et en tout cas, beaucoup de pays se posent la question et ça aussi, c'est important. Sabrina Sebailly, votre regard sur ces enjeux de l'exploitation des fonds marins ? En fait, quand on voit la vidéo, on se dit à quel point c'est de la folie en fait, d'aller perturber tous ces fonds marins pour une question purement économique. Parce que là, on n'est vraiment pas... ceux qui vont là pour aller extraire des nodules métalliques, du cobalt ou d'autres choses, on n'est pas dans l'exploration, on n'est pas dans la recherche scientifique et médicale, parce qu'on peut aller faire de la recherche aujourd'hui, d'ailleurs, y compris sur la santé, dans les fonds marins. Et ça fait partie aussi... parce que moi, je dissocie bien la question de l'exploration, de l'exploitation, c'est deux choses totalement différentes. Et là, on voit bien qu'il y a juste un intérêt économique. Et les conséquences, en réalité, c'est qu'il y en a à court terme, ça a été dit tout de suite, c'est-à-dire qu'on perturbe l'écosystème à effet immédiat, mais on ne connaît pas les conséquences à moyen et à long terme, qui peuvent avoir des conséquences... C'est-à-dire, il faut peut-être rappeler le rôle des océans dans la captation, dans le stockage du CO2. Dans le stockage du CO2. Les courants marins aussi, dans l'équilibre du climat. L'oxygène. Oui. Vous pouvez avoir des espèces qui peuvent disparaître parce qu'on aura mis à mal une espèce qui fait partie de la chaîne de l'écosystème, donc on peut avoir des espèces qui disparaissent et par ricochet des conséquences autres. Enfin, vraiment, on ne sait absolument pas. Donc, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on avait voté une résolution pour demander un
moratoire. Dans la foulée, le président de la République avait annoncé le moratoire sur l'exploitation des fonds marins. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de pays, mais je crois qu'il faut vraiment intensifier le mouvement. Et puis surtout, il va falloir édicter des règles très strictes et des sanctions, une batterie de sanctions mises en œuvre. Parce que la réalité, c'est que je pense que malgré tout, que l'intérêt économique, comme toujours, risque de primer sur la préservation écologique de nos fonds marins. Donc s'il n'y a pas de batterie de sanctions à l'échelle internationale, eh bien les États-Unis donneront des autorisations et puis vous savez, d'autres pays diront mais attendez, il n'y a aucune raison pour que les États-Unis seuls profitent du business, donc nous aussi on va y aller. Et malheureusement, on risque d'avoir petit à petit une exploitation qui d'autres pays qui rejoignent l'exploitation des fonds marins. Donc il faut être beaucoup plus dur sur ceux qui vont être tentés aujourd'hui d'aller exploiter ces fonds marins. Parce qu'effectivement, je pense qu'indépendamment de la question de savoir si on est pour ou on est contre, moi j'ai peut-être un avis différent du vôtre, mais je pense que ce qui est important pour les parties prenantes, c'est la certitude. C'est-à-dire savoir qu'une réglementation s'appliquera et pas une autre. Parce que les intervenants maritimes, ils ont besoin de pouvoir se projeter. Une banque, elle doit pouvoir se projeter pour savoir si elle peut financer. Mais est-ce qu'il n'y a pas des incertitudes sur les réserves en métaux rares de ces fonds marins? Est-ce qu'on sait précisément les quantités de métaux rares? Alors moi j'entends parler de thallium, de cobalt, de manganèse, de platine, de vanadium, de zirconium. Mais qu'est-ce qu'on sait précisément de tout ça et de la rentabilité aussi de cette exploitation? On ne sait pas parce qu'on connaît très peu de choses sur les océans et les mers et en réalité, il y a très peu... En fait, la surface qui a été étudiée aujourd'hui, elle est microscopique par rapport à la taille de ce que représentent les océans et les mers. Donc on connaît très peu de choses, on ne connaît pas le niveau de... Enfin, on ne connaît pas la quantité. On ne sait pas les conséquences, on ne sait pas comment faire pour aujourd'hui aller exploiter de manière propre, comme ce qu'on voudrait nous faire croire. On ne sait rien en réalité. Donc là, c'est vraiment, on y va en se disant, on va ramasser le maximum de pactole, si vous me permettez l'expression, en se disant, je suis le premier à exploiter, donc là, je vais faire un max de business. Mais je crois vraiment, et moi, je le dis à chaque fois, si on veut protéger l'environnement, si on veut que les règles fonctionnent, eh bien, s'il n'y a pas de sanctions à la clé, si les règles ne sont pas précises, le risque, effectivement, c'est que d'autres États rejoignent les États-Unis. J'aimerais qu'on évoque à présent les annonces un peu franco-françaises qui ont été faites par Emmanuel Macron sur les zones marines protégées françaises. Alors il y a les zones marines protégées françaises métropolitaines et puis au-delà, il y a cet objectif annoncé par la France de passer de 30 à 78% de ses eaux territoriales classées en aires marines protégées. On y ajoute notamment 5 millions de kilomètres carrés en Polynésie, j'ai lu ça, c'est énorme. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Parce que qu'est-ce que ça recouvre, cette appellation d'aires marines protégées d'un point de vue juridique? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque État, dans sa zone économique exclusive, peut édicter des règles, il y a des normes, il y a des références sur qu'est-ce que ça veut dire que de protéger une aire, mais il n'y a pas d'harmonisation à proprement parler. Est-ce que cette annonce, c'est pas un peu du vent? Non, c'est pas du vent. C'est pas du vent parce que... Ça change quoi concrètement? Expliquez-nous. Concrètement, ça veut dire que dans un certain nombre d'espaces maritimes, il y a des activités qui ne pourront plus avoir lieu. Et ça, c'est le président de la Polynésie française qui a fait cette annonce et qui s'est engagé. Et il sait, lui, concrètement, avec son Parlement, avec les autorités de la Polynésie française, comment il va organiser cette zone-là. Moi, ce qui me pose question, parce qu'on critique, c'est un peu le point, disons, de contestation de cette COP. On a entendu Claire Nouvian. Exactement. Moi, si vous voulez, j'entends tout ça et j'entends que les organisations sont dans leur rôle, que les militants sont dans leur rôle. Et d'ailleurs, moi, si vous me posez la question personnellement, j'aimerais bien qu'on protège encore plus parce que je pense que c'est absolument nécessaire. Mais je pense que si on se dit, on va protéger tout en préservant un équilibre avec des activités économiques et on va transitionner de manière équitable, comme ils l'ont fait par exemple au Chili. Je vous parle beaucoup du Chili, mais c'est un pays qui a beaucoup réfléchi et déjà pris pas mal de mesures de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas exclure les pêcheurs, mais on va juste travailler avec eux parce que souvent, d'ailleurs, ils ont des techniques qui sont bien meilleures que ce qu'on peut leur proposer. Eh bien, on va arriver à des choses qui sont concrètes et il faut surtout qu'on ait des normes à l'international qui soient harmonisées. Ça, on n'en a pas aujourd'hui, qui soient applicables. Véronique Andrieu, je vois que vous levez la main. Moi, j'aimerais vous entendre sur l'annonce dans l'annonce, on va dire. Oui. C'est-à-dire, au sein de ces aires marines protégées, il y a plusieurs niveaux de protection. Et donc, il y a cette annonce faite par Emmanuel Macron de passer en protection forte sur 4% des eaux métropolitaines françaises. Il y a beaucoup d'ONG qui disent que là, on est dans une pure opération de communication, que cette annonce, elle ne change absolument rien sur l'enjeu clé du chalutage, notamment. Alors, moi, je rentre de Nice, où se trouve encore l'équipe du WWF. Nous travaillons depuis des décennies aux côtés des pêcheurs, en Méditerranée, par exemple. Et donc, voilà, c'est un sujet que ce soit en Outre-mer, parce que nous avons des bureaux en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, ou en Méditerranée, par exemple, on connaît bien.
Alors, sur la Polynésie, ce qui a été annoncé, c'est une zone de protection stricte, c'est-à-dire alignée avec les standards. C'est un standard international qui est défini et qui... C'est pas chaque État qui décide. Il existe au sein de la communauté internationale les standards, par exemple les catégories 1 et 2 de l'UICN et bien sûr la Commission européenne. Donc ces standards, quand on dit zone de protection stricte, s'alignent à ça. Et donc ça, nous, pour le coup, on a vraiment salué. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pression, il n'y a pas beaucoup de pêche là-bas, hein, c'est certain, mais c'est une zone énorme et peut-être à l'avenir. Donc vraiment, c'est bien. Ça, c'est une réelle avancée. Ça, c'est une réelle, et en ce qui concerne les eaux par contre, en métropolitaines, alors là, pour le coup, c'est différent. Parce que la France est un peu une exception. Il y a une exception française, une protection à la française. Et donc, on a des zones de protection fortes qui ne sont pas alignées avec les standards internationaux. On ne parle pas de strict, on parle de forte. Et forte, eh bien, à la française, ça veut dire qu'en fait, la seule activité qui est exclue, c'est les extractives minières. Donc on peut chaluter en eau profonde dans ces aires-là. Open bar. Sauf que, voilà, donc on a beaucoup parlé du chalut de fond. Nous, notre position au WWF, c'est qu'on ne peut pas saucissonner un écosystème en millefeuille. En fait, il n'y a pas le fond et puis la colonne d'eau, la surface. Non, c'est un écosystème dans son ensemble. Donc ce qu'on dit, c'est que, par exemple, tout ce qui est filayeur avec des filets qui du coup agissent sur la colonne d'eau, eh bien c'est là que se passent les captures accidentelles, mais alors par centaines de milliers. Des tortues marines, des raies, des cétacés, tout ce que vous voulez, des petits cétacés, etc. Sur la surface, c'est les oiseaux marins. Avant de vous entendre, Éléonore Carrois, j'aimerais avoir quand même l'avis de Sabrina Sebaï aussi là-dessus. Ça n'a pas été abordé. Est-ce qu'Emmanuel Macron fait du blue washing, on va dire? Est-ce qu'il lave plus bleu que bleu, mais sans annonce concrète? Je dirais que c'est pour moi le plus c'est vraiment le point noir de cette UNOC, c'est vraiment cette notion des aires marines protégées forte, parce que nous, on aurait aimé aller sur des aires marines protégées strictes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au Sénat, dans la niche écologiste, il y a une proposition de loi qui est débattue en ce moment même pour atteindre cet objectif des 10% d'aires marines protégées strictes dans laquelle on ne pourra pas faire de chalutage. J'espère qu'elle sera votée, parce que je pense que ça serait vraiment une avancée là-dessus. On le voit bien, de toute manière, à partir du moment où on laisse... c'est-à-dire qu'on peut avoir une aire marine protégée, si on continue l'activité qui met à mal de toute façon l'écosystème, c'est plus vraiment une aire marine protégée. Éléonore Carrois, il y a juste un document interne qui a été diffusé par le Comité national des pêches maritimes, donc aux pêcheurs professionnels, explique très clairement que dans ces nouvelles zones concernées, les interdictions de pêche, elles existent déjà pour le chalutage de fond, ou elles sont en passe d'entrer en vigueur, et qu'en gros, ça ne changera rien. Est-ce que là, Emmanuel Macron... Non, mais moi je pense que déjà de distinguer... Enfin, la France est le deuxième pays avec la plus grande surface économique maritime parce qu'il y a les Outre-mer et parce que la France est justement aussi étendue. Donc de faire cette distinction, elle est pertinente et vous avez raison, mais moi je ne pense pas qu'il faille s'arrêter à ça. C'est-à-dire que justement parce qu'on a autant de territoires et justement parce qu'on protège, comme vous l'avez dit, en Polynésie, on arrive à des résultats que d'autres pays n'ont pas nécessairement. Après, moi je pense qu'il faut encore une fois travailler avec les pêcheurs, travailler pour des solutions. Justement, j'étais sur votre bateau de WWF à Nice et il y a un dispositif que vous promouvez, que je trouve assez incroyable, qui est défilé pour permettre que la pêche ait lieu, mais qui permettent aux tortues marines ensuite de sortir. Des initiatives comme ça, elles sont nécessaires parce qu'encore une fois, il faut trouver un équilibre entre l'économie, entre la nécessité de pouvoir continuer à pêcher de manière respectable, pas faire de surpêche, etc., mais de faire en sorte que d'autres espèces ne soient pas détruites à cause de cette pêche. Donc c'est pour ça que je dis oui, évidemment, il y a des standards, mais il faut trouver des solutions. Mais l'effet réserve bénéficie aux pêcheurs aussi. Oui, bien sûr. Alors, il nous reste moins d'une minute. D'un mot, Sébastien Lodjeter, qu'est-ce qui n'a pas été adressé, traité dans ce sommet? Y aura-t-il justement sur ces aires les autorités nécessaires pour pouvoir sanctionner les éventuelles infractions? Problème. Voilà. Partout d'ailleurs. Et on a le même sujet sur la surpêche, sur l'utilisation des dispositifs de concentration de poissons, on n'en a pas parlé, mais là aussi, c'est des mécanismes qui sont utilisés aujourd'hui par les chalutiers qui sont absolument dramatiques, parce qu'y compris, ça va chercher les poissons dans les aires marines protégées, là où ils n'ont pas le droit d'aller les chercher, pour les récupérer de l'autre côté de l'aire marine protégée. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore à travailler. L'UNOC, c'est une étape, mais je crois que sur la question de la mer et des océans, nous avons encore beaucoup de travail de notre côté. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre sur le plateau de Ça vous regarde. On va parler à présent de ce conclave sur les retraites qui entre dans sa dernière ligne droite au moment où le Conseil d'orientation des retraites, publiait aujourd'hui son rapport annuel. C'était cet après-midi. Bonsoir Denis Gravouille. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général confédéral de la CGT, en charge justement des retraites. Vous allez nous donner votre point de vue dans un instant, mais d'abord,
où en est ce conclave et que dit précisément le rapport du corps? On fait le point avec Stéphanie Despierres. Si on vous invite, Denis Gravouille, c'est parce que vous êtes le monsieur retraite de la CGT. Longtemps patron de la CGT Spectacle, vous êtes désormais le négociateur en chef de la centrale pour tout ce qui concerne la protection sociale. Depuis son adoption en 2023, vous ferraillez contre la retraite à 64 ans instaurée par la réforme Borne. Le week-end dernier, à la CGT, vous avez vu rouge. Le rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites fuite. Il préconise un nouveau report de l'âge légal de départ à la retraite à 66 ans en 2045. Votre patronne monte au créneau. On nous disait, ne vous inquiétez pas, avec cette réforme, les problèmes seront réglés pour les 50 prochaines années. 2 ans à peine après cette réforme, alors qu'elle fait déjà des ravages, on nous dit qu'il faudra travailler jusqu'à 66 ans. Il faut arrêter de se moquer du monde. Finalement, la version définitive et officielle du rapport, livrée cet après-midi, est plus mesurée. Il confirme bien que le déficit va se creuser durablement, de 1,7 milliard en 2024 à 6,6 milliards d'euros en 2030. Il liste les 4 leviers pour équilibrer le système, dont un report de l'âge légal. Mais le corps ne tranche pas. Ce rapport intervient à quelques jours de la fin très attendue du conclave sur les retraites. Vous, Denis Gravouille, avez claqué la porte en mars après que François Bayrou a dit non au retour à 62 ans. Aujourd'hui pourtant, le Premier ministre croit encore en la possibilité d'un accord. Il n'y avait aucune chance au départ, mais moi je suis confiant dans leur responsabilité. Je crois qu'il existe un chemin. Les partenaires sociaux ont jusqu'à mardi pour trouver ce chemin. Bonsoir Denis Gravouille. Bonsoir. Alors on vient de voir que François Bayrou est visiblement optimiste. On verra dans un instant si vous l'êtes tout autant. Mais j'aimerais qu'on commence par ce rapport du corps dont la version définitive a été rendue publique cet après-midi. Avant d'évoquer ses conclusions, un mot du diagnostic. Le système des retraites a donc connu un léger déficit l'an dernier. Et alors, d'après ce diagnostic, à partir de l'année prochaine, et si on se projette aussi loin qu'on le peut, ce déficit il va aller en se creusant de plus en plus. Est-ce que sur ce point précis, voilà, on a la courbe, on va atteindre 1,4% du PIB de déficit en 2070. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Alors, sur cette partie-là, oui. Et le rapport du corps, il dit une chose extrêmement précise. D'ailleurs, il dit que les dépenses sont stables, les dépenses de retraite sont au niveau de 14% du PIB. Et par contre, ces recettes sont en train de baisser à cause du désengagement de l'État des systèmes de financement de la fonction publique ou des régimes spéciaux. Parce que la part des actifs aussi, il y a des raisons démographiques. La population vieillit, les actifs par rapport aux retraités. Dans le rapport du corps, elles sont quasiment derrière nous. On a une petite augmentation, peut-être une petite baisse, un peu plus de retraités par rapport au nombre de cotisants dans les prochaines années, mais le baby-boom est derrière nous. On est déjà passé de 3 à 6 retraités pour 10 actifs. Donc là, il nous reste une marche de 6 à 7. Ça, c'est plutôt dans le rapport du corps. Donc cet épouvantail-là, il faut cesser de l'agiter. Il y a une question de démographie qu'il faut continuer à absorber, mais par contre, il y a un problème de recettes. Et toutes les réformes qui ont consisté à reculer l'âge de départ ne servent à rien, sauf à durcir la vie des gens, puisque, en fait, de fait, ça ne règle pas le problème de recettes à terme. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le président du corps de 2023, et c'est pour ça qu'il a été viré et remplacé par un macroniste qui a essayé de nous passer en force une autre recette. Alors justement, on va parler des leviers pour jouer sur ce déficit. Ils sont connus, le corps les rappelle donc dans son rapport. Ils sont au nombre de 4. On peut jouer sur le niveau des retraites, on peut jouer sur le niveau des cotisations salariales, des cotisations patronales, et puis de l'âge légal de départ à la retraite. Le rapport qualifie les 3 premières options de récessives, quand la 4e, le report de l'âge légal, joue aux yeux du corps sur l'offre de travail et permet donc de développer l'activité économique. Comment est-ce que vous jugez les conclusions de... Alors déjà, ce ne sont plus les conclusions du rapport définitif qui a été abordé. Il y a différentes options. On a voulu nous faire croire qu'il n'y avait qu'une seule option qui était pas récessive, qui était le report de l'âge légal. Or, c'est faux. Tous les syndicats ont voté contre cette partie-là. La version qui a circulé la semaine dernière a été intentionnellement, pour lancer le débat sur le sujet, a été corrigée ce matin. Donc vous ne réclamez plus la démission du président du corps? Il y a encore un sujet là-dessus parce que la méthode qui a été utilisée de faire fuiter dans la presse un rapport qui n'était pas du tout adopté était scandaleuse. Et on voit bien qu'il y a une façon d'une minorité d'essayer d'imposer son point de vue. D'ailleurs, la même raison pour laquelle Emmanuel Macron est minoritaire dans l'opinion, largement, c'est principalement à cause de la réforme. Juste pour bien comprendre, ce que vous reprochiez à cette version provisoire, c'était d'estimer que les 3 premiers leviers qu'on voit là appauvrissaient
l'économie quand le dernier l'enrichissait. C'était présent dans la version provisoire. Oui, mais le corps, c'est un instrument, c'est un endroit de consensus. C'est un endroit où tout le monde peut s'exprimer et poser ses hypothèses. Jusqu'à présent, avant le monsieur qui a pris la présidence, monsieur Seth, c'est un endroit où on pouvait mettre plusieurs hypothèses et ensuite aux politiques de faire des choix. Bien évidemment, il y a des gens qui nous disent, minoritaires dans l'opinion, il faut encore reculer l'âge de retraite. Puis il y a d'autres qui disent, comme nous, mais il y a d'autres moyens de financer. Par exemple, prenons l'augmentation de cotisations salariales et patronales. Eh bien, il y a un moyen très simple pour que ce soit acceptable pour tout le monde, c'est d'augmenter les salaires. Augmenter les salaires, répartir la richesse autrement. Vous voyez bien que là, une énorme part des richesses est captée par les dividendes. Par exemple, on a 100 milliards qui ont été distribués en 2024. C'est le record d'Europe. Eh bien, si on mettait moins dans les dividendes et qu'on mettait plus dans les salaires, on pourrait consacrer une petite part à l'augmentation des cotisations salariales et bien sûr patronales, ce qui permettrait de financer le régime des retraites. Donc, ce n'est pas du tout récessif. C'est complètement faux. C'est un élément. Et il y a plein d'autres solutions qui ne sont pas évoquées. C'est pour ça aussi qu'on est encore critique sur ce rapport. Par exemple, l'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes, selon les chercheurs, on a entre 6 et 30 milliards de recettes possibles pendant 40 ans si on arrive à l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui devrait être posé. Il n'est pas posé dans ce sujet-là. C'est-à-dire faire progresser les salaires des femmes et donc, faire en sorte forcément, mécaniquement les faire cotiser aussi davantage. C'est sûr. Il y a un truc qui est vrai dans ce rapport du corps, c'est que plus on a de masse salariale, plus on a de cotisations. Eh bien, plutôt que de dire avec la seule solution qui était présentée comme la seule valable, on va reporter l'âge de départ et obliger des gens à travailler plus longtemps. Au passage, ça veut dire qu'on va aussi obliger des gens à être au chômage plus longtemps. Après 60 ans, il y a quand même la moitié des gens. Ça, c'est notifié dans le rapport. C'est clairement dit. C'est un énorme problème. À court terme, ça a des effets négatifs. C'est parce que ça a été gagné ce matin. Ça n'était pas dans la première version. Mais par exemple, qui voudrait travailler plus? Les jeunes qui mettent des années à obtenir un CDI. Il faut attendre 28 ans en moyenne pour avoir son CDI à la sortie des études. Ça, par exemple, commençons, comme disait une auditrice une fois dans une émission que j'ai entendue, non, mais après la soixantaine, on se repose et il y a du boulot pour les jeunes. Ou les femmes, justement, qui sont, encore une fois, celles qui subissent les temps partiels et qui aimeraient bien travailler plus. Tout ça, c'est des solutions possibles, plutôt que d'avoir développé des contrats extrêmement précaires depuis des années. Alors je disais, ce rapport, il sort à quelques jours de la fin du conclave sur les retraites, mardi prochain. Ce conclave, la CGT, elle en a claqué la porte assez rapidement. J'imagine que vous suivez quand même de près l'avancée des négociations. Il y a 3 syndicats qui sont toujours dans les négociations. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors on a claqué la porte pour une raison très simple, c'est que c'est à partir du moment où François Bayrou, qui s'est fait piéger par ailleurs par une de vos consoeurs sur France Inter, a écarté toute idée de reculer, de ramener l'âge de départ, même pas 63 ans, et encore moins revenir à 62 ans. Je rappelle juste que les 2 tiers des Français, c'est ce qu'a rappelé Sophie Binet à Emmanuel Macron, sont toujours sur la position que nous on défend, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme de 2023. Et c'est évidemment qu'à partir du moment où on ne peut pas discuter de ça, on discute de miettes, on discute de... C'est-à-dire que vous n'en attendez plus rien du tout de ce conclave? On surveille qu'il n'y ait pas de choses dangereuses qui en sortent, parce que là, on a vu les propositions du MEDEF qui ont été mises sur la table visiblement dans les réunions d'hier. Eh bien, le MEDEF propose un système où il n'y aurait même plus d'âge 64 ans. D'abord, on n'avancerait pas l'âge en dessous de 64 ans, mais on serait même en train de se dire, selon les ressources du système, eh bien, on pourrait le mettre plus tard. En fait, chacun aurait un âge de départ différent, 64, 65, 66, 67 ans. Et puis, en fait, ce ne serait pas lisible, personne ne le verrait. Donc, on n'aurait pas de manifestation en gros, comme celle de 2023. Donc, c'est évidemment un nouveau recul que le patronat propose. Et puis, par ailleurs, il y a 2 autres sujets qui sont les questions d'égalité femmes-hommes. Mais encore une fois, les inégalités femmes-hommes, elles augmentent par le recul de l'âge de 62-64 ans. Donc, alors, on va parler de ces inégalités, notamment pour les femmes qui ont eu des enfants et des carrières hachées. Mais avant cela, le MEDEF a donc clairement dit on ne touche pas aux 64 ans. Si rien ne bouge sur l'âge légal, dans le cadre de ce conclave, que fera la CGT? Est-ce que vous allez appeler à de nouvelles mobilisations? De toute façon, la question du retraite, elle n'est pas terminée. Nous allons continuer à porter ces questions-là. Et puis là, on nous prépare un nouveau plan d'austérité pour la rentrée avec les 40 milliards d'économies sur la Sécu et autres. Donc oui, c'est possible qu'on appelle à de nouvelles mobilisations. Mais derrière ma question, il y a quand même cette idée. Est-ce que les Français... Ils ne sont pas fait une raison. Est-ce que vous pensez pouvoir les mobiliser, ceux qui étaient contre les 64 ans, est-ce que vous pensez pouvoir les mobiliser demain si vous lancez un mot d'ordre? Et les Français se posent la question de savoir quel est l'espace dans lequel l'abrogation va se faire. Mais encore une fois, les 2 tiers des Français n'ont pas supporté ni le départ, ni la méthode, ni le recul de 2 ans. Et donc là-dessus, évidemment que ce n'est pas facile de mobiliser parce qu'il n'y a pas unité syndicale sur le sujet et les gens se demandent quel va être le vecteur et ça va revenir dans les questions politiques. Mais par contre, tous ceux
et on l'a bien vu, Emmanuel Macron a perdu les élections de 2014 sur ce sujet-là principalement, et tous ceux qui se positionneront sur un nouveau recul de départ en retraite vont perdre les élections. Et tous ceux qui ne défendront pas cette question de l'abrogation de la réforme des retraites pour qu'il y ait enfin un débat démocratique, risque de perdre les élections, ça c'est sûr. Alors dans ce conclave, il y a quand même visiblement quelque chose à négocier, quelques sujets qui sont sur la table. Il y a des avancées possibles sur les critères de pénibilité et sur les carrières hachées des femmes qui ont eu des enfants. Est-ce que vous n'aviez pas envie, vous, la CGT, de participer à ces dissions? Parce que ce sont des avancées concrètes pour beaucoup de gens. Une avancée dans un recul, c'est toujours un recul. Prenons la pénibilité. Quand on vous dit on va peut-être améliorer quelques critères pour avoir plus de critères, rappelons-le, il y en avait 10, ils ont été supprimés par Emmanuel Macron, il y en avait 4. Le port de charges lourdes, les vibrations et les postures difficiles. Alors, ces 3 critères, visiblement, il est question... Il y avait un 4e, c'est l'exposition au risque chimique. Ça, c'est même pas la peine de le remettre. Donc ces questions... Ces 3 critères, ils sont à nouveau les 3 premiers. Mais dans la proposition du patronat, il est question de le remettre, mais pas pour partir plus tôt en retraite, pour vous assurer des points pour vous reconvertir. En gros, pour vous foutre à la porte après une formation. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est clairement ça. Je vous le garantis parce que derrière, le MEDEF a une autre négociation en cours sur les questions de transition professionnelle et est en train de l'articuler avec le fait que on partirait en formation, mais on pourrait vous licencier derrière. Donc c'est évidemment un marché. Ça, vous dites non dans tous les cas. Pour l'instant, de ce que j'en vois, ça risque d'être même encore plus dangereux. Sur les carrières hachées des femmes qui ont eu des enfants, là-dessus, il y a des avancées. Beaucoup de sujets sur les questions d'égalité femmes-hommes. D'abord, il y a un sujet, le seul sujet qui semble être traité, c'est le fait que les femmes qui perdent 2 ans de retraite en passant de 62 à 64 ans, vont perdre le bénéfice de la majoration de trimestres pour enfants, qui permet normalement de partir, de compter les trimestres pour le départ en retraite. Bon, sauf que, évidemment, ça ne sert plus à rien quand, de toute façon, on doit attendre 64 ans et qu'on les a eus, ces 8 trimestres en travaillant. Donc là, il semblerait qu'il y ait une mesure qui dise on va vous calculer vos retraites au lieu des 25 meilleures années, on va le faire sur 23 ou 24. Mais dans certains cas, c'est pire. Donc on ne réglera pas les questions d'égalité femmes-hommes. Il n'y a rien à prendre dans ce conclave. Pour l'instant, de ce que j'en vois, il y a des dangers. Alors, si ce conclave, il accouche de rien sur l'âge légal, mais qu'il y a quand même malgré tout des avancées concrètes qui sont soumises au vote des députés, comme s'y est engagé François Bayrou, vous attendrez quoi des députés demain? J'attendrai des députés qu'ils votent l'abrogation de la réforme des retraites. Le 5 juin, dans l'enceinte de l'Assemblée... Donc si un vote sur les avancées, vous dites non, on n'en veut pas. Mais la seule avancée possible, c'est l'abrogation de la réforme et revenir de 62 à 62 ans. Et là, il y a une majorité à l'Assemblée. On l'a vu le 5 juin. Le groupe GDR, le groupe communiste, a déposé au nom de la gauche un vœu qui a été voté à 198 voix contre 35 pour dire qu'il faut abroger. Pour être clair, c'est une proposition de résolution. Ça n'engage absolument rien. C'est une résolution qui n'est qu'un vœu, parce que tout le reste a été balayé par des artifices de procédure, 49.3 ou bataille d'amendements. Mais donc, il y a une majorité. Et donc là, s'il y a un texte sur les retraites, oui, on demandera aux députés de faire en sorte de venir avec des amendements, comme la majorité de l'Assemblée le réclame, des amendements pour abroger la réforme 2023. Et pour vous, s'il n'y a pas de bouger sur l'âge légal, la suite, ce que vous attendez en tout cas, c'est une motion de censure, faire tomber le gouvernement? Ça regarde les partis politiques. C'est sûr que la motion de censure, François Bayrou joue son avenir politique. Moi, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que les personnes que nous représentons, qui sont les 2 tiers des Françaises et des Français, puissent avoir le droit d'avoir un débat démocratique sur l'âge de départ en retraite, ce qui n'a jamais eu lieu, pas plus en 2023 que encore depuis 2024. D'un mot, il y a un autre débat qui est lancé par la droite, par une partie du camp d'Emmanuel Macron aussi, sur une part de retraite par capitalisation qui deviendrait obligatoire pour compléter le système par répartition. Vous en pensez quoi? Comment vous... C'est très clair, les retraites par capitalisation, ce ne sont pas des compléments, c'est en moins sur la répartition. Ou alors, c'est la seule proposition qui a été mise par étapes par un syndicat patronal, c'est de nous dire que nous, on va travailler gratuitement 1 jour par mois pour mettre sur des fonds de pension. C'est-à-dire, c'est en gros, ils nous demandent à nous de payer pour de la capitalisation, c'est-à-dire jouer en bourse avec nos retraites. Pas de coup de poker avec les retraites, on a plein d'exemples, et on l'a vu à de multiples crises économiques, les fonds de pension s'écroulent rapidement, alors que le système robuste créé il y a 80 ans, par Ambroise Croizat, qui était de la CGT, a marché et est robuste. Merci beaucoup, Denis Gravouille. Je rappelle que le conclave, il s'achève mardi. On suivra cela, évidemment, de près la semaine prochaine sur LCP. On passe à notre grand angle à présent. Les terminales s'apprêtent à passer leur bac dans quelques jours. Et si leur copie était corrigée par l'intelligence artificielle ?
Plusieurs logiciels existent déjà. L'IA est-elle une chance ou un risque pour le métier d'enseignant? On en discute ce soir avec Bastien Blin et Dimitri Nicolas. Bastien Blin, vous êtes professeur junior d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne et vous avez expérimenté le logiciel de notation Jingo. C'est bien ça. C'est bien cela. Et Dimitri Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur d'Examino qui offre une autre solution pour noter les copies grâce à l'IA. Et je précise qu'il y a d'autres logiciels qui existent d'ores et déjà. On peut citer AidAI ou encore Lumo. Alors comment ça marche et est-ce que ces logiciels sont fiables? Élément de réponse avec Clément Perrault. On parle souvent de la tentation pour les élèves d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leurs notes. Mais cette technologie commence aussi à intéresser de près leurs enseignants. Des applications pour aider à corriger les copies existent déjà et rencontrent même un succès croissant. Voici sommairement comment ça marche. L'enseignant doit d'abord scanner la copie. L'écriture manuscrite devient numérique. Il doit ensuite rentrer quelques informations générales. Prenons l'exemple d'une dissertation d'histoire-géographie de 2 heures en 3e sur les causes et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, le professeur entre les questions ou les exercices précis et leur barème. L'intelligence artificielle va alors détecter si les réponses de l'élève sont justes, complètes et si elles correspondent bien à la demande. L'application donnera ensuite une note et même une appréciation globale. Mais attention, l'idée n'est pas encore que l'IA fasse tout le travail à la place du prof. Il doit encore repasser derrière. Oui, il est hors de question que les copies soient corrigées par des intelligences artificielles aujourd'hui. On sait leur niveau d'erreur. Pour les profs, oui, c'est comme un assistant, c'est comme avoir un deuxième prof, mais qui serait vraiment un stagiaire débutant. Il faut quand même le voir comme ça aujourd'hui. Beaucoup de ces applications destinées aux profs sont conçues en France. Au salon Vivatech à Paris, la French Tech met volontiers en avant ses compétences dans la branche éducation. La France a tout un secteur de l'EdTech qui est très développé, en lien avec le secteur privé. Il y a aussi toute une filière étatique. Il y a énormément d'outils qui sont déjà développés au sein même du ministère de l'Éducation nationale, au service des enseignants, à la fois dans la conduite de la classe, puisque ça c'est très important, et aussi dans la conduite de l'évaluation des élèves. L'Éducation nationale suit donc de près ces évolutions. L'IA pour aider à corriger les copies, l'idée séduit. Une réaction, Dimitri Nicolas, peut-être à ce que dit cette journaliste spécialisée en nouvelles technologies. Elle parle de logiciels qui sont du niveau d'un stagiaire débutant. Ce n'est pas très gentil pour votre travail à vous. Ils ne sont pas encore tout à fait fiables, ces logiciels? Effectivement, on peut se poser la question justement de la fiabilité de l'IA. On en est tous conscients, on l'a tous vu, l'intelligence artificielle évolue extrêmement rapidement, elle devient de plus en plus, on va dire entre guillemets, intelligente, si on peut appeler ça de l'intelligence. Nous, dans notre cas, donc, on a créé une application de correction de copie, on a pu observer des résultats, on échange régulièrement avec des enseignants. On observe évidemment plus ou moins de facilité à l'intelligence artificielle pour évaluer des copies d'élèves en fonction des disciplines, en fonction des niveaux d'enseignement. Quelles sont les matières qui s'y prêtent le mieux et celles qui s'y prêtent le moins et pourquoi? Les disciplines sur lesquelles on observe justement le plus de facilité à l'intelligence artificielle pour les évaluer, ce sera plutôt des disciplines où les évaluations seront dites littéraires, où on aura une production qui sera faite par l'élève. C'est presque contre-intuitif, parce qu'on imagine que les maths, c'est oui, non, vrai, faux, et que c'est facile à contrôler par une machine. Exactement. Souvent, pour les mathématiques, on va avoir besoin d'avoir une intelligence artificielle qui comprend un raisonnement, donc qui va savoir décrypter chaque étape d'une résolution d'un problème par un élève, ce qui peut s'avérer un petit peu compliqué parfois pour une intelligence artificielle. Contrairement aux sciences humaines. C'est ça, exactement. Bastien Blin, alors vous avez expérimenté un autre correcteur de copie qui s'appelle Jingo. C'est quoi votre bilan? Est-ce que c'est fiable? Voilà. Dans quel domaine ça marche? Dans quel domaine ça marche moins bien peut-être? Alors je l'ai utilisé pour des examens de niveau master à l'université, donc des questions pointues a priori pour lesquelles les logiciels ne sont pas forcément développés. J'ai aussi utilisé GPT, qui est un logiciel que tout le monde peut utiliser. Et alors le bilan, moi je l'utilise en double correction essentiellement, donc je corrige toujours et ensuite je vérifie s'il y a une divergence entre mes notes et les notes des IA. Et ça donne quoi? Et donc dans 50% des cas à peu près il y a une divergence et quand je regarde, je dirais que dans les 2/3 des cas j'ai raison, c'est-à-dire que l'IA fait des commentaires qui sont plus ou moins pertinents mais attribue des points ou ne les attribue pas d'une manière qui diffère de la manière dont je procéderai. Et donc là-dessus, je garde ma note initiale. Et cependant, dans certains des cas, et non négligeables,
eh bien, c'est une erreur de ma part. C'est-à-dire que je constate que j'ai été trop sévère pour des raisons arbitraires. J'avais des exigences que je n'avais pas réalisées. En comparant mes commentaires à ceux des IA, je réalise que j'ai pris une décision arbitraire. C'est-à-dire que l'IA note plutôt mieux qu'un prof ou... En tout cas, elle va noter plus systématiquement qu'un enseignant. C'est ce que j'ai pu voir. Donc, un enseignant est sujet à des effets de fatigue, à des effets d'humeur, peut avoir des critères implicites qui ne sont pas forcément explicités dans les consignes. Et puis l'IA est un algorithme qui va appliquer les critères qu'on a indiqués, potentiellement, et qui va être systématique, qui va le faire de la même manière. Est-ce que c'est compliqué à paramétrer? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plusieurs utilisations possibles. Celle que je fais, c'est de documenter la question, la réponse attendue dans les grandes lignes, et la manière dont j'attribue les points. Et puis, l'IA va interpréter de manière plus flexible la réponse attendue. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, de manière flexible, dire oui, ce n'est pas exactement comme dans la réponse attendue, et cependant, ça s'y rapproche de beaucoup. Dimitri Nicolas, on a bien compris que pour progresser, vos logiciels, vous devez les faire tester par des enseignants. Mais au-delà de les tester, vous en avez aussi qui s'abonnent d'ores et déjà à votre logiciel. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce que c'est autorisé par l'Éducation nationale? Tout à fait. On peut se poser la question justement il y a beaucoup de sujets autour de l'éthique. Est-ce qu'un enseignant a le droit d'utiliser de l'intelligence artificielle et partager à des intelligences artificielles des productions qui ont été faites par des élèves? À notre sens, on a beaucoup étudié justement ce sujet avant de créer cette application, de la mettre à disposition publique, de permettre aux enseignants de s'abonner et de pouvoir tester cette application et l'intelligence artificielle sur des copies. On a estimé, d'après les lois qui étaient aujourd'hui en place, même si les lois évoluent, que c'était quelque chose qui était possible. Donc c'est parce qu'on a clairement, le ministère a dit, il n'est pas question de corriger les copies du bac avec des logiciels d'intelligence artificielle aujourd'hui, cette année. Mais peut-être qu'il y en a qui se sont abonnés à votre logiciel et qui vont le faire malgré tout. Malheureusement, on ne pourra pas faire la police de notre côté. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Importe. On n'a pas accès aux copies qu'importent les enseignants dans notre application. On n'a pas de vision sur ce qui a été corrigé par les enseignants. Il y a des discussions en cours avec l'Éducation nationale pour éventuellement, à terme, intégrer ces logiciels dans le travail des enseignants? Aujourd'hui, on a seulement des discussions avec des établissements, donc principalement des directeurs d'établissements qui sont intéressés par le sujet ou des enseignants qui vont en parler justement avec leur établissement. On n'en a pas de discussion en tout cas ouverte aujourd'hui, même si l'État a ouvert un marché public justement pour proposer et demander des solutions de correction de copies explicitement justement par intelligence artificielle. Bastien Blin, derrière tout ça, il y a quand même une question de gain de temps potentiel, mais quand on voit toutes les étapes qui sont décrites dans le reportage qu'on a vu avant, c'est-à-dire numériser les copies, identifier l'écriture manuscrite, la transformer en écriture numérique, puis ensuite calibrer le logiciel, lui donner les critères d'évaluation. Est-ce que finalement ça fait gagner beaucoup de temps? Alors, je vais prendre un cas extrême, le cas de dissertation à corriger pour un amphithéâtre de licence 2 d'économie avec 1200 étudiants. La correction prend des semaines, voire des mois, quand elle est faite par un humain. Donc là, il y aurait un gain de temps évident. Et pour un prof de collège, de lycée qui a 30, 60 copies? Alors là, c'est la répétition des corrections, c'est-à-dire que c'est 30 copies, mais cette fois-ci par semaine. Et donc peut-être qu'effectivement, là, ça peut faire un gain de temps. Mais je vous rejoins que si c'est un examen sur une petite cohorte de 20 étudiants, une fois dans le semestre ou 2 fois dans le semestre, un partiel, un examen final, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément un gain de temps conséquent. Cela dit, c'est une question de paramétrer l'interface de manière à ce qu'elle facilite le plus l'utilisation. Donc typiquement, les réponses attendues, est-ce qu'elles sont nécessaires, à quel point elles doivent être détaillées, et à l'avenir, on peut parier que ce sera simplifié et ça permettra l'utilisation. Oui. La grande question qu'on se pose quand on entend parler de ça, c'est qu'on critique beaucoup les élèves, les étudiants, dans la façon qu'ils ont parfois de tricher grâce à l'IA, les dangers qu'ils ne sachent plus rédiger correctement, raisonner par eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes dangers pour les profs s'ils finissent par tout délégué à une IA? Il y a un grand sujet justement d'éducation pour les enseignants sur l'usage de ces outils pour la correction de copie, par exemple, dans cet exemple. À notre sens, nous, dans tous les cas, on a créé cette application de correction de copie pour être un assistant des enseignants, non pas pour les remplacer et pour les aider. Et ça, tout dépend de l'usage qui en est fait par la personne après. Tout à fait. Donc malheureusement, encore une fois, ça sera toujours difficile de savoir comment utiliser une application, mais et c'est aussi un des gains. Bastien Blin? Vous avez tout à fait raison. Donc il y a ce risque. Et en fait, on pourrait imaginer qu'on pourrait déléguer la création du contenu pédagogique, la création du sujet de l'examen et la correction à une IA. On peut imaginer ça. Si on fait ça, on va faire apparaître des biais
et on va faire disparaître des pans de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va avoir une manière stéréotypée d'enseigner, la manière moyenne d'enseigner, le contenu moyen, mais on va perdre tout ce qui fait la richesse d'une discipline et les différents sujets abordés par différentes personnes. Juste d'un mot, parce qu'on n'a plus de temps, mais est-ce que l'IA détecte l'IA? Est-ce que les correcteurs peuvent détecter les élèves qui ont utilisé l'IA? On a des applications qui le permettent. Maintenant, c'est assez dur souvent d'estimer la fiabilité même de ces systèmes-là. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous exposer tout cela en détail dans Ça vous regarde. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur LCP.